Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo particulière, importante pour moi. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'utilise les hybrides Fujifilm au quotidien et j'avais envie aujourd'hui de prendre un moment, alors que le X-T4 va pas tarder à débarquer, pour faire un bilan et vous expliquer ce que j'aime chez Fuji. Alors évidemment, on va compléter cette vidéo parce que j'aime pas chez Fuji, puisqu'il n'y a jamais personne qui est parfait. L'appareil photo parfait n'existera jamais. On a toujours les inconvénients de ses avantages, c'est comme ça. Alors au moment où je fais cette vidéo, j'ai aucune information sur le X-T4, je ne sais pas du tout ce qu'il va contenir. A priori, la vidéo va sortir avant que le X-T4 soit annoncé officiellement. L'idée, c'était de faire un petit bilan finalement, après quelques années d'utilisation de Fuji, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. La première des choses, et ce qui me paraît un des arguments essentiels chez Fuji, c'est que c'est un pure player APS-C. Pure player, c'est un terme tout simplement qui veut dire que Fujifilm se concentre uniquement sur de l'APS-C, contrairement aux autres constructeurs comme Nikon, Canon, Sony par exemple, pour ne citer que, qui ont deux gammes, une gamme plein format qui est en général le haut de gamme et une gamme entrée de gamme, milieu de gamme APS-C. Fujifilm n'a que de l'APS-C haut de gamme. Et c'est ça qui est vraiment sympa, parce que les autres constructeurs ont tendance à réserver l'APS-C aux fonctionnalités entrée de gamme ou moyen de gamme, mais certainement pas haut de gamme, car ça viendrait concurrencer de manière beaucoup trop proche leur gamme plein format. Et finalement, le dessein de ces constructeurs-là, c'est de vous faire rentrer, parce que c'est moins cher, sur de l'APS-C, mais ensuite vous donner envie, généralement par des artifices marketing ou par une histoire de fonctionnalité, de vous attirer de plus en plus un jour ou l'autre à basculer sur le Saint Graal, le plein format, puisque le plein format va vous offrir une meilleure qualité, plus de fonctionnalités, un boîtier plus rapide, etc. Et ça, chez Fuji, ça n'existe absolument pas. Quelque part, ça immunise Fuji des tentations de faire ça, parce que quand on a les deux gammes, c'est absolument obligatoire d'avoir une cohérence de gamme et impossible d'avoir un APS-C qui est beaucoup trop proche d'un plein format, et ça va les limiter énormément. Si je prends par exemple le dernier Sony, le A6600, qui est le haut de gamme de chez Sony, on a été hyper déçus lorsqu'il a été mis à jour il y a quelques temps, de voir que cet APS-C-là, il avait quand même des carences et que pour beaucoup de choses, et notamment en vidéo, il n'avait pas de 4K 60 fps, il n'avait pas des choses que le X-T3 fait depuis 1 an et demi. Et pourtant, c'est le même capteur, c'est Sony qui fournit les capteurs à Fujifilm, et tout ça, c'est uniquement marketing, j'en suis ultra convaincu. Alors, il n'y a personne qui pourra vous le confirmer et les marques vous le diront jamais honnêtement, mais je suis convaincu que quand on a les deux marques, on a la tentation de ne pas venir concurrencer trop fort le haut de gamme, le plein format, ce qu'on veut vendre le plus cher. Et quelque part, on a envie d'utiliser d'artifices de façon à ce que vous basculiez un jour ou l'autre sur du plein format. Fuji, en tout cas, n'aura jamais cette tentation. Alors, Fuji a fait le choix de travailler sur du moyen format. Je ne vais pas l'évoquer dans cette vidéo. Je ne traite pas trop le moyen format sur cette chaîne. Mais pour moi, le moyen format, c'est quand même à part. C'est destiné à un public vraiment ultra professionnel. C'est pas à viser du grand public, contrairement au plein format ou contrairement à de l'APS-C. Bref, le premier argument massif pour moi sur du Fujifilm, c'est le fait qu'il donne tout sur de l'APS-C et donc ça va les pousser à avoir les meilleurs boîtiers qu'il est possible et imaginable de faire sur de l'APS-C, les meilleurs objectifs. Et le but de Fuji, ça va être de se rapprocher au maximum, de diminuer la différence entre un APS-C et du plein format. Et ça, les autres constructeurs vont pas pouvoir travailler avec la même optique car eux, ils vont avoir envie de vendre du plein format. La seconde chose que j'aime beaucoup chez Fuji, c'est l'ergonomie. Ils ont une ergonomie qui est un peu à part aussi sur le marché. Ils ont une ergonomie, alors ils ont un look qui est un peu rétro, donc ils ont un look qui est vraiment sympa. On peut le voir ici avec le X-T3 que je vous montre à l'écran, mais le look est accompagné d'une ergonomie un peu particulière qui multiplie les molettes et qui multiplie les boutons. En fait, c'est une ergonomie qui vise à aller le moins possible à l'intérieur des menus. Tout est sur une molette ou sur un bouton et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et maintenant que je suis habitué à ça, j'ai énormément de difficultés à aller sur une autre ergonomie. Concrètement, si vous ne connaissez pas Fuji, ici sur ce X-T3, sur le mode autofocus, vous allez avoir une molette en bas. On a un bouton ici personnalisable. Il faut savoir que les molettes avant et arrière sont en métal, c'est cranté, tout ça, ça respire la qualité. Ce n'est pas le cas d'appareils très haut de gamme d'autres
d'autres marques dont je ne vais pas citer ici, mais c'est vraiment, vraiment pas le cas. Et ça, on le retrouve sur un appareil APS-C qui est vendu vraiment pas cher pour le prix d'un matériel photo haut de gamme, hein, évidemment. Donc ici, cette molette avant et arrière, elle va être cliquable. On va avoir pas mal de molettes sur les Fuji, donc en priorité, on va aussi en avoir sur les objectifs. Vous pouvez voir l'ouverture ici directement sur l'objectif. Ça aussi, la plupart des objectifs Fuji l'ont et c'est vraiment, vraiment sympa. Mais on va retrouver les ISO, on va retrouver la vitesse, la correction d'exposition, on va y retrouver la photométrie, les modes, bref, on a énormément de boutons configurables sur ce Fuji et ça, c'est vraiment le signe du haut de gamme. C'est vraiment avant, hein, la plupart des appareils APS-C, si vous allez chez les autres constructeurs, ils vont limiter artificiellement le nombre de boutons, ils n'allaient pas mettre le joystick. Chez Fuji, on met tout, on se pose aucune question et ça, c'est vraiment, vraiment sympa, je trouve. Bref, un des arguments qui, moi, j'aime beaucoup chez Fuji, donc, c'est l'ergonomie, le look, le fait qu'il soit pure player APS-C. Mais c'est pas tout, hein. En fait, toute cette stratégie-là, elle va avoir pour conséquence d'avoir une gamme qui est extrêmement homogène. Chez Fuji, on a très peu d'entrée de gamme. C'est quelque chose que Fuji est en train de travailler, là on le sent bien, hein, depuis 1 an ou 2. Ils essayent d'introduire des modèles entrée de gamme qui prennent pas énormément, hein. Je pense à la gamme XA ou la gamme XT qui est en train d'essayer de se développer, mais j'ai pas l'impression que ça prenne beaucoup, hein, parce que finalement, Fuji, c'est avant tout le X-T3, le X-T30 qui est sa version compacte et en gros ils mettent tout ce qui est possible dedans et ça c'est vraiment vraiment sympa. Et quand je dis tout ce qui est possible dedans, c'est que c'est des appareils qui ont pour qualité d'être extrêmement polyvalents. La plupart des autres constructeurs vont avoir des gammes qui vont être scindées par orientation. Vous allez avoir un appareil photo pour la vidéo, vous allez avoir un appareil photo qui va être plutôt destiné pour le paysage, un appareil photo qui va être plutôt destiné pour le sport par exemple. C'est comme ça qu'ils segmentent leur gamme. Chez Fuji, ça n'existe pas. Et ça va être un des inconvénients que je vais vous citer dans la vidéo sur ce que j'aime pas chez Fuji. On a toujours les inconvénients de ces avantages, c'est ça que je veux dire. Mais disons que le fait d'avoir un boîtier qui est ultra polyvalent, c'est-à-dire que ce boîtier-là va savoir tout faire sans aucune restriction. Fuji ne restreint absolument rien. Donc vous avez un boîtier qui est hyper homogène parce qu'il est capable à la fois d'être excellent en photo, d'être excellent en vidéo. Il va être aussi excellent si vous avez envie de faire de la photo de sport. C'est un boîtier qui doit savoir tout faire sans aucune limitation. De même, je suis extrêmement séduit aussi par les composants généralement choisis par Fuji qui, je trouve, d'une qualité homogène. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai toujours été étonné de voir l'écran LCD de mon Fuji qui, de prime abord, je ne trouvais pas exceptionnel. Et pourtant, vous prenez à côté, je prends par exemple, allez, pour ne pas le citer, le Sony A7 III, qui est un des appareils plein format les plus vendus, l'écran LCD, je mets mes lunettes de soleil, le fait d'avoir des verres polarisés, je ne vois plus du tout l'écran LCD du Sony. C'est quelque chose qui n'arrive jamais sur mon Fuji parce que tous les composants ont été individuellement travaillés pour être du haut de gamme et ça, personnellement, c'est quelque chose qui me touche pas mal aussi. Je trouve que c'est l'homogénéité de la solution. Et quand je dis l'homogénéité de la solution, c'est qu'on a tout qui va jusqu'au maximum. Par exemple, on a ici un hybride qui dit hybride, dit obturateur électronique. Une des surprises que j'ai par exemple lorsque j'utilise mes Sony, c'est de me rendre compte que l'obturateur électronique est réservé uniquement au plus haut de gamme des appareils qui est à visée sportive, le A9 en l'occurrence. Mais chez Fuji, vous prenez n'importe lequel de leur boîtier, vous avez un obturateur électronique à 1/32 millième de seconde. Et 1/32 millième de seconde, c'est ultra utile quand vous êtes avec une optique lumineuse dehors et que vous voulez ne pas utiliser un filtre ND, c'est une possibilité qui est vraiment top. Et en fait, encore une fois, je trouve que on va jusqu'au bout de la chose chez Fuji et on ne segmente pas. Et le fait de ne pas segmenter comme ça permet de condenser tout ce qui est possible finalement dans un seul boîtier. Et c'est là que je trouve le X-T3 vraiment, et c'est son pendant, hein, on a aussi le X-T30, excellent et probablement unique sur le marché. Et c'est valable aussi avec toutes les fonctions qui sont incorporées dedans, hein. Je fais beaucoup de stages photo donc j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de stagiaires qui sont généralement des photographes débutants ou avancés. Et je manipule pas mal de leurs boîtiers et c'est effarant le nombre de limitations, je trouve, qu'on peut voir sur certains boîtiers. Ici, il n'y a pas de limitation, hein. Si vous voulez faire un timelapse, vous avez tout ce que vous voulez pour le timelapse. Vous avez besoin d'un intervallomètre, vous avez l'intervallomètre. Vous voulez faire de la macro et vous avez envie de faire un focus bracketing, vous avez ce qu'il faut pour faire un focus bracketing. Vous voulez faire un HDR en JPG, vous pouvez faire un HDR maintenant. Et vous voulez faire une ralentie avec la vidéo, vous pouvez faire le ralenti.
Vous voulez mettre un écran externe que vous branchez sur le HDMI, ben vous n'avez pas l'écran LCD derrière qui va s'éteindre. Bref, beaucoup de choses qui peuvent paraître rien parce que c'est quelque chose qui ne va pas forcément transparaître sur la fiche de spec, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément retrouver sur les tests, mais sur le terrain, je m'aperçois que lorsque j'ai des stagiaires qui ont des boîtiers Fujifilm, on se rend compte à quel point c'est des boîtiers qui sont complets et on a vraiment beaucoup de mal à les trouver, à les prendre en défaut et à dire « Ah oui, il n'a pas ça, ah oui, il n'a pas ça ». Et ici, je vois vraiment beaucoup de choses qui sont super agréables. Par exemple, le mode T, je vois beaucoup d'appareils photo qui ne vont pas être capables de prendre une photo au-delà de 30 secondes. Vous êtes obligé de passer en mode bulbe. Chez Fuji, vous allez jusqu'à 15 minutes. C'est beaucoup de choses qui simplifient la vie. Et quand on est sur le terrain, on se dit « Ah ouais, mais c'est génial ». Et lorsque vous allez sur une autre marque et qu'après vous êtes confronté à ces limitations pourries, je peux vous assurer que vous dites « Mais en fait, mon Fuji, mais il est top ». Et c'est ça que j'aime beaucoup et c'est ça qui définit pour moi le concept d'APS-C haut de gamme. Voilà, ce que j'aime évidemment chez Fuji, et c'est aussi une marque, une signature, c'est les simulations de films. Les simulations de films, elles sont beaucoup plus travaillées que chez les autres constructeurs. Vous avez chez les autres constructeurs évidemment aussi des profils d'images. Pour autant, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que chez Fuji, on a vraiment cette culture de la pellicule. Ils ont essayé de digitaliser le rendu des pellicules argentiques et ils importent ça en tant que simulation de film à l'intérieur des boîtiers. Et si vous faites des JPG, franchement, c'est beaucoup mieux que les rendus standards des JPG classiques. Et même si on fait du développement photo, moi je me prends comme point de départ généralement une simulation de film et ça va permettre à mon développement photo d'aller beaucoup plus vite parce que finalement je pars pas de zéro en fait. Je parle d'une simulation de film qui m'est fournie par Fuji et qu'on va retrouver ensuite dans Lightroom, qu'on va retrouver dans Capture One et ça c'est pas rien et je trouve que en définitive tout ça encore une fois ça permet d'aller plus loin que ce que proposent les autres boîtiers. Alors je sais qu'ils font pas l'unanimité et c'est marrant, hein, j'ai fait un sondage sur le groupe Facebook avant de faire ces vidéos et on retrouve les menus en tant que ce que je n'aime pas. Beaucoup de gens me disent je les aime pas. Moi personnellement, je les apprécie beaucoup les menus et je les trouve assez clairs. Je trouve que le fait de... Et c'est génial cette séquence. Je crois que je ne vais même pas couper. C'est génial cette séquence parce que un des points faibles, on en parlera dans la vidéo sur les points faibles, c'est la batterie. Et vous voyez là, je prends l'appareil photo et boum, j'ai plus de batterie. Je vais la changer. Donc le menu, moi personnellement, il me convient bien parce que je le trouve assez organisé et je m'y retrouve très bien. Hein. Voilà, juste une image du menu, mais on a les catégories et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la qualité d'image, c'est-à-dire la configuration du look de vos JPG ou de vos fichiers RAW. Vous avez rassemblé ensemble tout ce qui concerne l'autofocus, tout ce qui concerne les options pour la photo, toutes les options qui concernent la vidéo, les options du flash et tout ce qui est paramétrage du boîtier, configuration des touches et des molettes. Et moi, personnellement, c'est une organisation dans laquelle je me retrouve très bien et je galère vraiment jamais dans les menus. Alors, je suis peut-être pas l'utilisateur lambda parce que je les ai étudiés à fond, ces menus, mais je trouve que c'est globalement assez clair. Et moi, disons que dans mes priorités, il n'y a pas la refonte des menus. Moi, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher aux menus et je les apprécie plutôt, hein, surtout maintenant que je travaille régulièrement avec des appareils Sony qui sont rangés de manière complètement aléatoire. Autre chose que j'apprécie chez Fuji, c'est ce qu'on appelle le Kaizen Update, c'est-à-dire la politique de mise à jour régulière. Alors oui, on peut probablement dire que l'année 2019 a connu un frein en fait. C'est-à-dire que depuis la sortie du X-T3 et du X-T30, il y a en définitive eu assez peu de mises à jour. C'est la réalité. Pour autant, j'ai quand même été agréablement surpris de voir lorsque le X Pro 3 est arrivé, la tonne de nouveautés qui a été introduites par Fuji sur les mêmes composants que le X-T3 et que le X-T30 et je me doute bien que toutes ces nouveautés-là, elles vont apparaître sur le X-T3 et sur le X-T30. Alors probablement que Fuji fait durer le plaisir pour des raisons marketing, on peut probablement leur reprocher, mais je pense quand même que c'est des boîtiers qui vont avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités et il n'y a pas beaucoup de constructeurs encore aujourd'hui qui vont se permettre de autant enrichir un boîtier que va le faire Fuji, donc quand même, enfin, je pense qu'ils vont le faire. Alors quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal et ils ont quand même une politique et un historique de mise à jour qu'il faut quand même saluer encore aujourd'hui. Et je pense que voilà, on n'est quand même pas arrivé au moment où on va mettre dans ce que j'aime, on va mettre les mises à jour dans ce que je n'aime pas. Et moi, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie chez Fuji. Autre chose que j'aime beaucoup chez Fuji, c'est sa gamme d'objectifs qui en définitive va allier à la fois des objectifs qui vont être extrêmement compacts
comme ce petit pancake. Ce petit pancake, en plus, il est extrêmement qualitatif au niveau optique. Vous le mettez sur le petit X-T30, qui est une petite bombe, on va en reparler dans 3 minutes. Et hop, vous avez un ensemble qui est extrêmement compact. Ici, vous le voyez avec les bouchons, mais je peux vous assurer qu'une fois que vous avez enlevé le bouchon, il ne reste pas grand-chose. Et Fuji, donc évidemment, c'est une gamme d'objectifs f2. Donc ici, par exemple, vous en avez 2. Et ces objectifs f2, ils sont disponibles à bas coût, à coût extrêmement raisonnable. Ils ont des qualités optiques qui sont plus à démontrer. Ils ont un autofocus qui est irréprochable aussi bien en photo qu'en vidéo. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait l'atout aujourd'hui de la gamme Fuji. C'est ces tout petits objectifs qui justement sont absolument impossibles à reproduire à l'identique sur du plein format et qui vont vous offrir un ensemble extrêmement compact et extrêmement qualitatif. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De même qu'ici, regardez cet objectif macro, c'est le XF60 macro. C'est pareil, c'est extrêmement petit, ça va rentrer dans une poche. C'est le genre d'objectif qui rentre dans la poche, qui est extrêmement compact et qui vraiment vous fait rêver quand vous regardez les photos qui sont produits par ces objectifs-là. Mais c'est pas que ça, Fuji, c'est-à-dire qu'effectivement, de la PSC, si vous restez sur du f2 ou sur du f2.8, c'est sûr que lorsque vous êtes en basse luminosité, rapidement, vous allez retrouver vos limites. Alors évidemment, Fuji, c'est aussi une gamme d'objectifs pro. Ici, je vous montre le 8-16, je reviens du désert des Bardenas. C'est avec ce petit caillou, enfin cet énorme caillou pour de la PSC, que j'ai fait la plupart de mes photos. Mais c'est une tuerie, quoi. C'est sûr que c'est un objectif qui est très très cher, le XF816. C'est un objectif qui est énorme. Il est aussi gros que les objectifs plein format. Mais l'avantage, c'est que je suis resté avec mon boîtier APS-C. Je lui ai mis un objectif extrêmement qualitatif et j'ai eu des résultats qui sont exactement comparables à ce que j'obtiens avec des boîtiers plein format. Et ça, j'ai envie de dire merci Fuji. Et de manière générale, au final, on a une gamme qui est extrêmement riche. Maintenant, chez Fuji, ça va faire 5-6 ans qu'elle est en cours de construction. Aujourd'hui, tout le monde est servi. Ça part des objectifs qui sont extrêmement compacts, en passant par des objectifs de moins en moins compacts jusqu'au zoom de qualité professionnelle. Et tout ça, ça permet, je trouve, à tout le monde d'y trouver son compte et surtout de s'adapter en fonction des situations. Je suis capable d'être compact quand j'ai envie d'être compact et je suis capable d'être professionnel quand j'ai envie d'être professionnel. Et c'est cette richesse-là, personnellement, que j'apprécie de plus en plus chez Fuji. Et j'avais envie de terminer en vous parlant du X-T30 qui, pour moi, est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. C'est un appareil photo qui est d'une qualité dingue par rapport à son poids et à son encombrement. Fuji a la bonne idée, en définitive, de faire un X-T30 qui n'a quasiment rien à envier à son grand frère, le X-T3. C'est-à-dire que absolument toutes les fonctionnalités de son grand frère sont mises dans le X-T30 sans aucune pingrerie, sans aucune considération marketing. J'essaye de segmenter en mettant des fonctions à droite que je ne mets pas à gauche, etc. Non, sur le X-T30, Fujifilm met absolument tout ce qui est possible. On pourrait citer le 4K 60 fps qui n'a pas été mis, mais on peut comprendre pourquoi, parce qu'il faut un corps qui est capable de ne pas chauffer et donc il faut un corps qui est plus gros, ça on peut le comprendre, mais tout le reste c'est exactement identique comme à son copain, avec son copain le X-T3 et c'est génial. Et cet appareil photo là vendu moins de 1000 € aujourd'hui sur le marché et pour moi tout simplement ce qui se fait vraiment de mieux. C'est un appareil photo que je conseille vraiment à tour de bras. À chaque fois que quelqu'un me demande « Damien, quel est pour toi l'appareil photo, le meilleur rapport qualité-prix, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je conseille aux gens de partir sur ce X-T30 parce que je le trouve d'une polyvalence par rapport à sa compacité qui est juste dingue. Et c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et de manière générale, je trouve aussi que le X-T3 est probablement ce qui se fait de mieux en meilleur rapport qualité-prix sur du haut de gamme. Le X-T30 a un peu plus de compromis car il est compact. Mais le X-T3, si vous cherchez un appareil photo, que vous n'avez pas énormément de budget, que vous voulez un appareil photo qui est extrêmement polyvalent, qui est capable de faire du sport, qui est capable de faire de la basse lumière, qui est capable de faire du flash, qui est capable de faire de la vidéo, c'est sûr que vous allez avoir du mal à trouver moins cher et aussi qualitatif que le X-T3, surtout vu la politique de cashback que mène de manière incessante Fujifilm. Donc tous les appareils photos sont en promotion tout le temps. On trouve aujourd'hui du X-T30 régulièrement dans les 750 € et on trouve le X-T3 régulièrement à 1000-1100 €. Essayez d'avoir une meilleure qualité pour le prix auquel ces appareils-là sont vendus. Je pense que vous allez chercher un moment. Voilà ce que j'avais à vous dire et voilà pourquoi moi j'aime Fuji. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, pourquoi vous aimez Fuji en définitive.
qu'est-ce qui vous plaît dans Fuji et qu'est-ce qui aujourd'hui vous pousse à acheter du Fuji ou vous pousse à rester chez Fuji. Alors, je vais faire une seconde vidéo, hein, pour rappel, ce que je n'aime pas chez Fuji. Alors, quand vous allez regarder cette vidéo, il ne faudra pas oublier tout ce que je viens de dire ici, hein, parce que tout ça, c'est évidemment un équilibre. Il y a beaucoup plus de choses que j'aime que de choses que j'aime pas. Tout ça est évidemment aussi assez subjectif, hein. Tout ça, c'est personnel. Et moi, je vous transmets en définitive mon bilan à moi après 3 années d'utilisation des Fuji. Tout ce que j'aimais, c'est en partie reproduit dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour vous dire ce que j'aime pas sur ces hybrides Fuji. Salut!